Dynamique des écosystèmes, interaction biotique négative, compétition, parasitisme, prédation. Quelques mots de vocabulaire avant de commencer le cours. Biotique, compétition, parasitisme et prédation. Biotique, c'est qui permet de vivre. Un facteur biotique permet de vivre. Bio, ça veut dire vie. Qui permet la vie. Ou encore, qui se rapporte aux êtres vivants. Par conséquent, les facteurs biotiques sont des facteurs qui permettent de vivre. Tandis que les interactions biotiques désignent les interactions entre les espèces vivantes. Elles peuvent être neutres, négatives ou positives. Compétition. C'est une interaction biotique négative. Rivalité ou interaction concurrente entre deux ou plusieurs organismes vivants pour l'accaparement des ressources d'un milieu donné. Parasitisme. Interaction biotique négative. Habitude de vivre en parasite aux dépens d'autrui. En termes de médecine et d'histoire naturelle, il désigne la condition. En termes de médecine et d'histoire naturelle, il désigne la condition d'un corps organisé qui vit sur un autre corps organisé, qu'il en tire ou non sa nourriture. Prédation. C'est une interaction biotique négative. C'est un mode d'alimentation concernant les prédateurs. Nous avons vu dans le cours précédent, le cours 70B, première SP, dynamique des écosystèmes, écosystème forêt, eh bien nous avons vu que la forêt était un exemple d'écosystème structuré composé d'un milieu physique et chimique que l'on appelait le biotope et des êtres vivants qui l'occupent que l'on avait appelé la biocénose. La forêt présente une structuration verticale importante dans laquelle la biocénose et le biotope s'influencent mutuellement pour participer à la dynamique de l'écosystème forêt. Quel que soit l'écosystème choisi, et sachant que de nombreuses interactions biotiques interagissent entre les espèces, certaines de ces interactions antagonistes sont négatives. Négatives pour l'un des partenaires et bénéfiques pour l'autre partenaire. C'est le cas de la compétition, du parasitisme et de la prédation. En revanche, d'autres interactions sont positives, la symbiose par exemple que nous verrons dans un prochain cours. Ce cours est consacré aux interactions négatives et le prochain donc concernera ces interactions positives. Nous pouvons proposer une problématique. Comment, sur les trois exemples de la compétition, du parasitisme et de la prédation, se manifestent les interactions biotiques négatives en lien avec la dynamique des écosystèmes. La diversité des interactions biotiques s'étudie à la lueur de leur effet sur la valeur sélective des partenaires. Compétition, pour la lumière, pour l'eau, pour les nutriments par exemple, et puis exploitation, et cela concernera la prédation et le parasitisme. Un système écologique est complexe, mais on peut en caractériser l'organisation, la frontière par exemple, des éléments, des flux, des interactions. Il est possible d'utiliser des outils simples d'échantillonnage pour mettre en évidence la répartition de certaines espèces en fonction des conditions du milieu. Là, c'est mon chien qui a entendu les chats à l'extérieur. Les chats qui se battent. Et le chien, il les entend. Alors il aboie. Il est presque 2 heures du matin.
Il est possible aussi de décrire à l'aide d'observations simples et de préparations microscopiques et d'expériences les modalités de certaines interactions. Par exemple, vous pouvez vous amuser à observer une gale sur une feuille de chêne dans le cadre du parasitisme. Au sein d'un écosystème, pour une population donnée d'une espèce, les facteurs interspécifiques, c'est-à-dire entre espèces différentes, exercent une pression de sélection importante. Parmi ces facteurs, la compétition agit en particulier sur la répartition des espèces. Il s'établit ainsi un équilibre dynamique pour lequel chaque population occupe une niche écologique qui lui est propre, c'est-à-dire un milieu occupé du point de vue de ses relations avec les autres espèces et de son mode d'alimentation. Autrement dit, c'est la place qu'occupe une espèce dans un écosystème en équilibre. La compétition peut être intraspécifique, c'est-à-dire entre individus de même espèce, ou bien interspécifique quand il s'agit de deux ou plusieurs espèces différentes. Dans les deux cas, la compétition se manifeste lorsque les individus recherchent et exploitent la même ressource, par exemple la nourriture, le même espace, par exemple site de ponte, de nidification, d'abri, etc. Et puis la défense du territoire, d'une proie ou d'un partenaire sexuel. Globalement, la compétition représente une concurrence entre les êtres vivants au sein d'une espèce et ou entre espèces différentes dans un écosystème pour accéder à différentes ressources au sens large du terme, tandis que les ressources tendent à être exploitées au même endroit et de façon simultanée. Au sein d'un écosystème, la compétition diminue entre espèces lorsque chacune de ces espèces occupe une niche écologique, ce qui permet de répartir et d'exploiter au mieux les ressources présentes dans l'espace et dans le temps. La compétition permet de partager l'espace. Lorsqu'une espèce disparaît, une colonisation naturelle va compenser l'extinction. En général, mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, la compétition joue un rôle important dans la structuration des communautés. Aucune espèce ne peut s'installer tant qu'une autre espèce occupant la même niche écologique ne s'est pas éteinte. À l'équilibre, toutes les niches trophiques sont utilisées et plus aucune espèce ne peut s'installer sans perturber cet équilibre. Si une espèce s'éteint, il peut y avoir une colonisation avec un nombre d'espèces supérieur à celui de départ avant l'extinction. En effet, certaines espèces arrivent en même temps et peuvent avoir les mêmes exigences. Plus tard seulement, l'équilibre pourra s'établir lorsque les espèces vont se stabiliser. Dans ce cas, l'espace ressource sera divisé en unités discrètes qui n'accueilleront chacune qu'une seule espèce. Il sera alors possible de caractériser une espèce par sa niche écologique ou niche trophique qui satisfait à l'ensemble des besoins de l'espèce. Cependant, l'équilibre dépend des ressources et de l'espace, si bien que généralement, lorsque la surface du territoire augmente, il en résulte aussi une augmentation de la diversité des espaces vitaux et la possibilité pour chaque espèce d'augmenter la surface de sa niche écologique. Mais, à grande comme à petite échelle, la répartition des êtres vivants est complexe, car sujette à des variations régulières, à des rééquilibrages permanents et à des gradients de répartition spatiale. Ainsi, le biotope, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques physico-chimiques de l'environnement propre à l'écosystème considéré, détermine la répartition des êtres vivants au sein des écosystèmes, de même que la richesse de la diversité de cette biocénose, c'est-à-dire de l'ensemble des êtres vivants propres à l'écosystème considéré. Il s'agit d'établir, quelle que soit l'échelle,
des gradients de répartition spatiale de la biocénose et des zones de répartition géographique de peuplement des espèces, zones que l'on appelle biomes, au nombre de 11 et dont la zone tempérée fait partie. Comment, dans ces grands biomes, l'équilibre, c'est-à-dire la stabilité des peuplements, donc de la biocénose, peut-elle être assurée sous l'influence, à grande échelle, des biotopes? Prenons un écosystème en équilibre. Les peuplements d'espèces restent constants. Imaginons une espèce qui disparaît. Il est fort probable que d'autres espèces en profitent pour se substituer, s'installer et donc occuper la niche écologique qui est rendue vacante. Pour prendre une image un peu grotesque, mais qui permet de comprendre quand même un peu. Imaginez un immeuble avec 50 appartements occupés et une liste d'attente de malheureux SDF dans la rue. Si l'un se libère, il est tout de suite occupé par un autre locataire dans le besoin. Concernant l'écosystème, avec sa biocénose et son biotope, c'est un peu plus complexe, mais l'idée est là. Sur une île, par exemple, la compétition peut conduire à l'extinction d'une espèce. Les biotopes libres pourront être occupés lors d'une immigration de nouvelles espèces. L'écosystème entre en équilibre lorsque le nombre d'espèces qui s'établit, je répète, l'écosystème entre en équilibre lorsque le nombre d'espèces qui s'éteignent est compensé par le nombre d'espèces qui arrivent. En effet, lorsque le nombre d'espèces augmente, le taux d'immigration diminue et le taux d'extinction augmente. Le point d'équilibre de l'écosystème correspond au point de concours entre l'évolution du taux d'immigration et celle du taux d'extinction. En d'autres termes, le nombre d'espèces présentes sur une île résulte d'un équilibre entre immigration et extinction. Les taux de ces deux processus sont fonction du nombre d'espèces déjà installées sur l'île, donc de la durée d'isolement. Ces taux varient selon la taille de l'île et son degré d'isolement. Ajoutons à cette relation de compétition déjà en partie commentée le parasitisme et la prédation, qui sont des exemples de relations d'exploitation. Et nous comprendrons que la complexité et la dynamique vont croissantes et que finalement c'est en raisonnant sur le long terme que l'évolution façonne dans l'espace et dans le temps un équilibre global et provisoire inscrit sur un équilibre spiralaire dont l'explication ne peut être elle-même que spiralaire, temporaire, mais jamais formelle. Le point commun entre ces trois relations, que sont la compétition, le parasitisme et la prédation, est qu'elles sont toutes les trois négatives pour un partenaire et positives pour l'autre partenaire. Nous avons dit que la compétition, c'est ce que, et nous l'avons déjà entreaperçu, elle représente une rivalité pour l'exploitation d'une même ressource. Le parasitisme représente, lui, une association durable pour l'un des partenaires qui vit aux dépens de l'autre. La prédation, quant à elle, représente le prélèvement d'un être vivant pour se nourrir. Prenons maintenant ces trois exemples d'interactions négatives dans un écosystème forestier. Compétition, parasitisme et prédation. Premièrement, la compétition. Commençons par notre premier exemple pour essayer de savoir s'il y a ou non une compétition entre le hêtre et le chêne, deux espèces différentes qui occupent la même niche écologique. La compétition, première interaction négative entre les arbres, existe-t-elle vraiment? Admettons la présence de chênes et de hêtres dans une forêt. L'étude des conditions du sol concernant l'humidité et la sécheresse, ou l'acidité et la basicité, montre que les deux arbres préfèrent un sol mi-sec, mi-humide, plutôt acide. Leurs exigences sont donc pratiquement identiques concernant le besoin d'eau
et le pH acide du sol. La compétition est peu accentuée concernant les deux paramètres que sont l'eau et le pH. À noter qu'un jeune être juvénile a besoin d'ombre tandis que l'adulte tolère la lumière. Quant au jeune chêne, il tolère le soleil, mais l'adulte a besoin d'un fort éclairement. De plus, les hêtres tendent à empêcher la bonne croissance des chênes. En effet, l'étude de la croissance de chênes en chênaies ou en hêtraies, en fonction de l'éclairement et de la hauteur initiale des chênes sur une période de 5 ans, montre que les jeunes chênes juvéniles poussent mieux en chênaies qu'en hêtraies. Au stade juvénile, plus de lumière favorise la croissance des chênes en chênaies, mais en présence de hêtres, cette croissance est nettement ralentie. Après le stade juvénile, c'est un peu la même chose, mais plus de lumière est moins efficace sur la croissance des chênes, et ceci d'autant plus qu'il y a des hêtres. Par conséquent, la compétition pour la lumière est bien réelle entre les deux arbres, plus que pour l'eau et le pH du sol. Deuxièmement, continuons par notre second exemple pour essayer de savoir s'il y a ou non un parasitisme entre le chêne et le cynips, deux espèces différentes. Le parasitisme, seconde interaction négative entre l'arbre et le cynips, existe-t-il vraiment? Un parasite va interférer sur la croissance et la production normale de son hôte, comme c'est le cas par exemple avec la gale pomme de chêne, due à un insecte, un cynips, qui dépose ses œufs sur certains organes du chêne, fruits, graines, bourgeons, feuilles, fleurs. Les larves pourront s'y nourrir et se développer. L'arbre, quelquefois, répond à l'agression en produisant une excroissance appelée gale. G-A-2-L-E. L'insecte est le parasite, le chêne est l'hôte, il abrite le parasite. Ce parasite ne détruit pas l'hôte, mais perturbe sa croissance. La relation entre ces deux espèces relève bien du parasitisme. Troisièmement, terminons par notre troisième exemple pour essayer de voir s'il y a ou non une prédation d'un animal à l'autre et d'un animal sur un végétal. La prédation, troisième interaction négative entre les êtres vivants, existe-t-elle vraiment? Des études ont montré qu'il existe une corrélation entre les effectifs des proies et ceux des prédateurs qui permet une autorégulation des deux populations. En effet, les populations de prédateurs et de proies sont interdépendantes de telle sorte que leurs effectifs respectifs évoluent de manière cyclique et décalée dans le temps. Il s'agit là d'un équilibre, je répète, il s'agit là d'un système d'équilibre dynamique où les deux populations, proies, prédateurs, se régulent d'elles-mêmes. Ainsi, au sein de l'écosystème, il y a des relations alimentaires formant des réseaux trophiques complexes dans lesquels les êtres vivants en consomment d'autres, on parle de prédation. On rappelle que le réseau trophique est l'ensemble des chaînes alimentaires reliant les êtres vivants d'un écosystème, producteurs, consommateurs, décomposeurs. Un animal, le carnivore ou omnivore, peut en manger un autre, phénomène bien connu, c'est une prédation. Mais moins connue est la prédation d'un animal sur un végétal. Un chevreuil, par exemple, exerce une pression sur l'écosystème forestier. On parle de pression d'herbivorie, que l'on appelle aussi pression d'abrutissement. L'abrutissement est la consommation de broussailles et de jeunes arbres par un herbivore. En conséquence, il peut modifier la forme de l'arbre, stopper ou ralentir sa croissance
le détruire ou le perturber. Une étude montre la probabilité de risque d'abroutissement par les chevreuils sur les jeunes chênes et les hêtres selon les saisons. En fin d'hiver, probabilité de 10% que les jeunes hêtres soient consommés par les chênes, mais pas les chênes, par le chevreuil. Au printemps, les 20 premiers jours après le débourrement, c'est-à-dire l'éclosion des bourgeons, probabilité de 20% pour la consommation des jeunes hêtres contre 40% pour les jeunes chênes. Au début de l'été, probabilité de 25% de consommation des jeunes chênes, mais pas pour les hêtres. En fin d'été, probabilité de 2% pour les chênes, mais pas pour les hêtres. Par conséquent, nous constatons que l'abrutissement concerne davantage les chênes que les hêtres. La prédation entre le chevreuil et les deux arbres est bien réelle, avec une préférence pour les chênes. L'abrutissement est maximal après le débourrement, ce qui va limiter la croissance du végétal. De ce fait, si la croissance du nombre de chevreuils augmente, cela va se traduire par une augmentation de l'abrutissement et donc limiter la croissance végétale de la forêt. La prédation entre deux animaux est bien réelle, de même que la prédation entre un herbivore et un végétal. Ainsi, nous avons caractérisé 3 interactions biotiques négatives entre les êtres vivants, c'est-à-dire au sein de la biocénose. Nous avons également appréhendé la diversité des interactions dans un écosystème, de même que leurs effets sur son équilibre et sur sa dynamique. Nous avons pris 3 exemples d'interactions biotiques négatives, la compétition, le parasitisme et la prédation. Pour résumer, concernant ces 3 notions, la compétition, d'abord pour la lumière au sein de l'écosystème forestier entre un chêne et un hêtre. La compétition est à la fois interspécifique et intraspécifique. Chêne et hêtre occupent la même niche écologique. Nous avons mis en évidence la relation entre le taux d'éclairement et la croissance de jeunes chênes dans une chênaie et de jeunes chênes dans une hêtraie, montrant que les hêtres avaient tendance à s'opposer à la croissance des jeunes chênes. Sur le long terme, cette compétition peut aboutir à un équilibre stable entre les deux espèces ou bien aboutir à la disparition de l'une au cours des différentes successions végétales qui colonisent un environnement. Concernant le parasitisme, avec l'exemple de la gale du chêne provoquée par un insecte parasite, ce qui d'ailleurs n'aboutit pas forcément à la mort de l'autre parasité. Concernant la prédation, enfin, notamment chez les animaux carnivores, un équilibre existe entre le nombre de proies et celui de prédateurs, au cours duquel les effectifs des populations de prédateurs et de proies évoluent de manière dépendante, cyclique et décalée. La prédation par herbivorie chez les herbivores existe également. Elle peut exercer une pression sur l'écosystème forestier si le nombre de mangeurs de végétaux augmente plus vite que le renouvellement des plantes concernées qui alors peuvent disparaître, entraînant en même temps la disparition du prédateur puis celle des carnivores. Autrement dit, se met en place alors un nouvel équilibre au sein d'un nouvel écosystème, c'est-à-dire une nouvelle biocénose et éventuellement un nouveau biotope. Comment, sur les 3 exemples de la compétition, du parasitisme et de la prédation, se manifestent les interactions biotiques négatives en lien avec la dynamique des écosystèmes? Nous avons répondu en partie à la problématique. Le cours est terminé. Merci. Alors ça, c'est toujours mon sourire idiot de fin pour la photo.